Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus pour cette conférence où je vais revenir sur une petite aventure qui nous est arrivée cet été à la Contrevoix. Donc pour commencer, la Contrevoix, je fais partie d'une association qui s'appelle la Contrevoix, qui est une association de loi de 1901 qui date de 2019, qui a pour souhait de sensibiliser autour des questions du numérique et en particulier l'éthique, de questionner l'éthique et un peu questionner les gens sur ce rapport-là. Et donc ça passe par le biais de conférences, d'interventions en médiathèque, en tiers-lieu, d'install party, d'aide à la documentation, tout ce travail-là. À côté de ça, on va héberger des services, plutôt libres, c'est un peu aligné avec nos valeurs, des services qui vont être soit ouverts aux adhésions, soit libres. Donc on va avoir, sur adhésion, on va avoir du mail, du Nextcloud, donc du stockage, et ouvert à toutes et tous. On va avoir un raccourceur de liens, du DNS over HTTPS et d'autres petits services de ci, de là. On a un draw.io qu'on héberge aussi. Donc voilà pour nos actions un peu au quotidien. Et la dernière nouveauté de cette année, c'est qu'on propose un accompagnement numérique. Donc l'idée, c'est s'il y a des structures qui souhaitent s'émanciper ou récupérer un peu une échelle numérique ou se réaligner dans leurs valeurs et donc sortir par exemple, groupes plutôt centralisants et dont la vie privée peut questionner. Eh bien, nous, on peut proposer de faire un état des lieux de quels sont les besoins, ou alors ça peut même être des structures qui souhaitent s'impliquer dans le numérique, juste avoir du mail ou de l'espace de stockage pour leurs travaux au quotidien. Et donc nous, on va avoir une grille un peu pour savoir quels sont leurs besoins, et à partir de là, on va leur proposer des services dédiés. Voilà, donc ça c'est tout nouveau, on est encore en train de le monter, et voilà, c'est un peu notre... pour faire tourner tout ça, donc notre infrastructure, on a commencé avec une petite VM chez un prestataire. Aujourd'hui, on a 5 VM et c'était un peu serré pendant quelques temps. Et puis on a augmenté. Donc c'est des petites VM. La première, elle avait 8 CPU virtuels. On avait 50 Go de stockage. Je crois on a commencé avec tout petit. Aujourd'hui, on a un peu plus de stockage. On a déplacé notre mail ailleurs pour éviter que les problèmes de réputation impactent nos services à côté. On a aussi, quasiment depuis le début, aussi, on a une machine de supervision. On y reviendra. Voilà, tout ça, c'est des serveurs virtuels. Et à cela, depuis aussi cette année, avec notre souhait d'accompagner et de proposer du service dédié, on commence à s'auto-héberger. C'était un souhait d'origine, mais on n'avait pas encore forcément les moyens, ni le lieu et l'espace pour le faire. Et donc là, on a 2 serveurs, un type Odroid et un vieux portable reconditionné qui est utilisé. On fait tourner un petit service dessus. Et donc tout ça, on avait fait le choix de la base de faire tourner tout ça dans du Docker, donc un conteneur par service, ce qui nous amène à peu près 80 conteneurs actuellement répartis sur nos 7 serveurs. Alors il y en a qui vont être, donc on va par exemple pour tout ce qui va être interface web, on a un Caddy, on va avoir nos Nextcloud, on a plusieurs différents Nextcloud en fonction si c'est du dédié, pas du dédié. On va avoir des services qui aussi servent en interne, donc tout ce qui va être administratif, on va avoir gestion associative avec un logiciel qui s'appelle Paeco, je ne sais pas si vous connaissez, gestion de factures aussi, et des outils de supervision. Donc, pour suivre un peu tout ce qui se passe sur toute cette infra, c'est un peu la question de savoir est-ce qu'il nous reste de l'espace. Par exemple, quand on était sur une seule machine, on se rendait bien compte qu'au bout d'un moment, il n'y avait plus avoir beaucoup de place, ça commençait à péter de partout. Donc c'est un peu pratique de savoir de suivre un peu la vie de nos différents services. Donc la logique, c'est d'avoir un agent sur chacune de nos machines qui collecte des métriques et qui les met à dispo d'un serveur qui les stocke. Et il y a aussi, dans tout ça, donc il y a aussi l'idée de, nous on n'est pas en permanence dans notre supervision, donc avoir un système d'alerte qui puisse nous alerter sur nos canaux de discussion. On a un Matrix aussi qui est à disposition. Voilà. Donc, et alors la question du coup à l'époque, nous on a eu une approche plutôt de pousser nos données vers un serveur central. On avait 2 machines et surtout après il y avait l'idée de limiter le nombre de points d'accès, c'est-à-dire qu'on n'a qu'une seule machine qui écoute sur internet et toutes les autres qui poussent dessus. Alors au lieu d'avoir dans les approches de supervision, il y a soit les agents poussent leurs données, soit il y a le serveur qui va les tirer depuis les agents et donc les agents doivent exposer un point d'accès. Dans notre approche, on a plutôt préféré du push.
Et puis en plus, on a trouvé un logiciel qui faisait un peu plein de choses clés en main, donc c'était plutôt pratique. Et bien sûr, tout ça tourne dans des conteneurs, donc il y a besoin aussi que ces conteneurs aient accès aux données de la machine hôte et aussi qu'ils aient accès, que le conteneur de supervision, dans lequel tourne le service de supervision, ait accès au service Docker pour pouvoir savoir quels sont les services qui tournent, quels sont leurs états et quelles sont les ressources utilisées, etc. Et donc, comme je disais, on avait trouvé un outil un peu clé en main qui s'appelle NetData, qui est très, très pratique. On l'installe sur l'agent, on l'installe sur le serveur, on configure un peu tout ça, et paf, on a des jolis graphes qui sortent. C'est très simple à installer, c'est juste un fichier plat à configurer, mettre les IP, des jetons pour s'assurer de l'authentification. Et en plus, très pratique, c'est que c'est un outil qui est open source, qui est clairement dans nos valeurs. Donc ça, c'est la communication d'août 2024, je précise. Donc sur leur site web, ils indiquent The Open Source Monitoring Platform Everyone Needs. Donc en gros, si je traduis grossièrement, la plateforme de supervision open source dont tout le monde a besoin. Donc très pratique. Et en fait, est-ce que vraiment c'est resté une plateforme open source? C'est là qu'on arrive dans notre petite mésaventure de cet été. On est tombé sur ce post sur Mastodon, ce tout, en août, donc pareil, août 2024, donc on est dans la même période, qui indique, le premier paragraphe dit « Laissez-moi vous parler de l'emmerdification de NetData dont le code source se referme ». Et donc après, il y a tout un fil, il y a pas mal de liens, pas mal de pistes pour creuser. Et donc nous, on voit ça passer, on se dit on pensait que c'était bien, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est vraiment problématique, Et en creusant, on se rend compte qu'en fait, l'interface web mise à disposition par NetData, leur dernière version, la V2, en fait, n'est plus libre. Et cela depuis juillet 2023. Donc ça faisait 1 an qu'ils communiquaient sur le fait que c'était une plateforme, donc un ensemble d'outils open source, et qu'on a à leur version 1.41 sortie donc en juillet 2023, ce petit paragraphe qui explique que la dernière version de la V2 est disponible par défaut dans NetData, que soit il va la récupérer à distance, soit elle est en local fournie dans le logiciel. Donc nous, notre image Docker qu'on récupère, on récupère leur image sans se poser de questions, on fait les mises à jour de version, et ça marche quoi. Et donc on met à jour notre truc, on récupère la V2, on a la V2 en interne, on a juste configuré pour pas qu'il aille chercher à distance, comme ça on n'a pas d'appel distant. Voilà. Et donc, ce paragraphe, donc il est bien présent dans le billet de blog, mais donc, je ne sais pas si c'est visible, mais c'est un petit paragraphe perdu au milieu d'un long billet de blog. Bon alors, c'est un peu triché parce que la fin, c'est tous les commits, donc bon, il faut tronquer le dernier tiers peut-être, mais au début, on a des belles images et tout. Donc cette info, elle est un peu passée inaperçue, alors pas complètement, il y a quelques personnes qui se sont rendues compte qu'il y avait quelque chose, mais pendant 1 an, jusqu'à ce post sur Mastodon, la communauté l'a un peu laissé passer. Et donc ce que précise c'est que donc la V2 elle est sous une nouvelle licence qui est la NetData Cloud UI licence V1.0 et dans cette licence il y a un petit paragraphe, je vais vous faire une traduction en français directement, donc qui dit « Le programme est fourni sous forme binaire pour utilisation par les utilisatrices, vous n'avez pas le droit d'en faire de l'ingénierie inverse, de le décompiler, le désassembler ou encore le modifier. Le programme est fourni en tant que produit unique et ne peut être dissocié de ses composants. » On est assez éloigné des valeurs qui nous portent, assez éloigné de ce qu'on pensait utiliser. Et donc là, on se dit, bon, il y a vraiment un problème. On n'est pas forcément fan de continuer dans cette direction-là. Donc là, typiquement, la partie web, c'est vraiment refermé. Les restes des composants restent accessibles et ouverts, mais le web, l'interface web V2, je précise, c'est refermé. Donc nous, on est là, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est cet été, on est bénévole dans l'asso, est-ce qu'on... on se dit, tant pis quoi, voilà, ça tourne, un jour peut-être qu'on aura du temps, de l'énergie pour faire quelque chose, et encore, est-ce que c'est vraiment un service critique, vu que c'est notre supervision? Bon oui, ça peut être critique parce que ça a accès à nos informations, donc à ce qui se passe sur nos machines, mais en soi, c'est pas aussi critique peut-être que les données personnelles de nos utilisateuristes, il y a toutes ces questions-là, et donc comme c'est un peu caché, mais en fait on n'est vraiment pas satisfait avec cette approche-là. Donc il y a une autre approche, ça serait de se dire, comme c'est la V2 qui est fermée, on revient sur la V0 et la V1 qui sont toujours disponibles. Donc ça, c'est juste une conf à faire. Le truc, c'est que NetData communiquait publiquement dans les tickets que la V0 et la V1 ne sont plus maintenues, vont disparaître, et donc en fait, ça ne fait que repousser le problème à plus tard. On pourrait aussi, autre approche, c'est là encore, c'est la GUI, la version, l'interface web qui est plus libre,
qui est plus utilisable, qu'on peut plus, enfin, elle est utilisable en soi, mais c'est juste qu'on peut plus, enfin, c'est plus aligné avec notre approche et l'outil, on nous interdit par une licence de pouvoir se l'approprier et en faire ce qu'on veut. Eh bien, on pourrait se dire, bah, on conserve les agents qui sont en fait plutôt corrects, qui fonctionnent bien, ils consomment peu. On conserve le serveur, pourquoi pas aussi, et en fait, on met juste un nouveau serveur, enfin une nouvelle interface graphique, type un Grafana ou quoi, et on essaie de faire fonctionner ça. Alors ouais, sauf que en fait, en cherchant un petit peu, il s'avère que les données, les métriques mises à disposition pour NetData, alors à ma connaissance, et peut-être qu'on n'a pas assez cherché, elles n'étaient pas très bien documentées et les unités, je ne sais pas dans quelles unités c'était. Donc c'est vraiment, il manquait le fichier de documentation qui expliquait bah, telle métrique, c'est tant, est-ce que c'est en secondes, en millisecondes, en nanosecondes. Et donc faire de la rétro-ingénierie sur la partie libre pour pouvoir savoir comment ça fonctionne, merci mais non merci, quoi. On va se dire peut-être faire autre chose, quoi. Et donc dernière approche, on change tout. Et bon là du coup pareil, donc on change tout, mais qu'est-ce qu'on prend, sachant que bah, c'était pratique et comment on fait. Donc bon, on est parti dans cette direction, où on a décidé d'un peu tout changer. Et la première approche, ça a été de partir, c'est un peu moi qui me suis emparé du sujet, et je me suis dit, bah, moi je connais un peu Node Exporter, qui est un agent qui permet d'exposer des métriques associées à l'état de la machine sur laquelle il tourne. Prometheus, qui est du coup, je reviendrai sur celui du milieu. Prometheus, qui donc est un serveur qui collecte les données, et Grafana, qui permet de faire de la visualisation des métriques, de la visualisation en graphe ou sous différents types d'histogrammes, de différents formats. Donc ça, c'est la première approche. Il manquait juste un outil donc, par rapport à ce qui est CADvisor. En fait, pourquoi CADvisor? C'est qu'en fait, Node Exporter, il met à disposition les métriques de l'autre. Et nous, en fait, comme je vous l'ai dit, on fait tout tourner dans des conteneurs. Et Node Exporter, il fait juste bien son taf, c'est-à-dire bah, je mets à dispo les infos de la machine. Nous, on voulait les infos sur la partie conteneur. Et ça, du coup, il nous fallait un composant en plus, qui est, donc on a trouvé CADvisor, qui permet de récupérer plein d'infos, en particulier Docker, mais sur tout ce qui va être les contrôles groupes et autres. Donc bien pratique. Ça semble pas trop mal, on met tout ça ensemble, on configure un peu tout ça, et à la fin, on peut avoir des jolis graphes. Bon, en fait, on a repéré quelques limites par rapport à notre infra-maison. Du coup, quand tous nos conteneurs, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais on déploie tout ça un peu à la main avec nos scripts, on a un peu toute notre industrialisation un peu maison. Donc, une des premières limites, c'est que pour chaque type de métrique ou d'ensemble de métriques qu'on veut récupérer, il va nous falloir un service. Alors, soit trouver, soit le déployer, enfin trouver une manière de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut des infos sur notre machine hôte, nos conteneurs, et demain, vu qu'on commence à auto-héberger, on voit peut-être des informations sur la puissance électrique, des choses qu'on peut plus maîtriser, voir un peu comment on consomme, et d'autres choses comme ça. Et donc ça, il nous faudra aussi potentiellement d'autres éléments à brancher. Donc ça nécessite de s'approprier des outils qui ont des logiques un peu différentes, des fichiers de configuration différentes. Donc ça alourdit un peu le processus et le travail au quotidien. Un autre inconvénient, c'est que Prometheus, il fonctionne en fait plus en pool, il tire les données. Et donc nous, comme je vous l'avais expliqué, on était plutôt dans une approche où on pousse tout. Donc il a fallu, dans cette première approche, il a tout inversé pour voir ce que ça donne. Et en fait, pareil, ça nécessite l'autre configuration et d'ouvrir que chaque machine soit accessible sur Internet, ou alors trouver un moyen pour qu'on puisse récupérer les données, sachant qu'après chaque composant, que module qui récupère des métriques, il faut qu'il soit exposé aussi. Donc ça il y a tout on augmente notre surface fortement, là où on avait un truc un peu simple et qui marchait bien. Donc on n'était pas super satisfait non plus de cette approche. Et enfin, un point assez rédhibitoire, c'est que mon CADvisor, alors développé par Google, ne supporte pas TLS. Il n'y a pas de configuration pour faire du chiffrement TLS avec aujourd'hui en 2024. Il y a un ticket qui a dit non, on ne fait pas ça, on n'a pas trouvé la bonne manière de faire, donc pour l'instant on n'implémente pas. Si vous voulez le faire, mettez un reverse proxy. Donc là encore, pourquoi pas, en vrai, c'est pourquoi pas, c'est juste que nous, on arrive là, on se dit, bon, déjà aujourd'hui, de ne pas mettre de chiffrement, c'est un peu dommage, quoi. Même s'il est, peut-être pas par défaut, mais moins configurable, et sachant qu'il y a plein d'outils qui permettent de le faire. Et donc nous, ça nous rajoute une couche de configuration. On est un peu lourd et un peu du coup, en fait, est-ce qu'on vraiment veut promouvoir ce genre d'outils qui ne nous correspond pas forcément? Bon, du coup, en fait, aux conclusions, ça ne s'incorpore pas super bien dans notre infra-maison. Et donc, on passe sur autre chose, nouvelle approche.
j'entends parler, on discute, on entend parler d'une autre approche qui serait basée sur Telegraph, InfluxDB et Grafana. Donc encore Grafana pour la partie interface web du coup, et Telegraph qui va être notre agent de collecte qui va récupérer des infos sur la machine. Et alors un gros avantage de Telegraph, c'est que et InfluxDB, je finis juste là-dessus, qui est donc le serveur qui permet de récupérer les métriques et de les mettre à disposition. Soit lui fait de la visualisation, soit de les mettre à disposition d'un autre outil de visualisation. Un gros avantage de ces deux-là, Telegraph et InfluxDB, c'est qu'ils peuvent fonctionner en push. Et donc ça correspondait bien à notre approche. Autre avantage aussi, c'est que Telegraph, il fonctionne avec plein de modules en fait, c'est-à-dire que c'est un outil et en fait on peut lui, c'est un énorme, c'est de la configuration et il y a la communauté a proposé plein de modules et donc on peut avoir un module pour du Docker, un module pour le Hollow, on peut avoir des modules pour d'autres types de métriques et c'est juste tout ça, c'est la même logique de configuration, c'est plutôt bien documenté et donc on ajoute nos différents éléments et on a juste un endroit à configurer, enfin sur chaque agent on configure ce qu'on veut mais il y a juste à le faire comme ça, enfin chaque machine pardon, et donc chaque agent on peut le faire. Rapidement du coup sur les quelques limites, moi je bosse, c'est moi qui me suis un peu emparé du sujet, je ne connaissais pas du tout, donc grosse découverte. Et donc Telegraph, Influx, il y avait des logiques à se réapproprier. Quand on part dans le tableau de bord Grafana, j'ai trouvé qu'il y avait peu de tableaux de bord. Pareil, on se base beaucoup sur ce que fait déjà la communauté, hein, mais donc satisfaisant, enfin c'était pas très satisfaisant ou pas suffisamment dans les tableaux de bord et la visualisation des métriques qu'on pouvait avoir dans Grafana. Alors peut-être que j'ai été biaisé par le fait que je m'attendais à des trucs plus qui ressemblaient au tableau de bord Node Exporter par défaut, je ne sais pas si vous le connaissez, mais qui est assez complet et enfin vraiment, il y a plein de trucs dedans. Là, j'avais des trucs un peu plus éparses et il y avait parfois des métriques qu'on n'avait pas. Enfin voilà, donc c'était moins, voilà, petite frustration là-dessus. Et derrière, dernier point, c'est que pour InfluxDB, pendant longtemps, ils ont poussé un nouveau langage qui s'appelle Flux, donc ça j'ai découvert aussi, je me suis un peu documenté. Et en fait, depuis quelques temps, ils l'ont arrêté pour passer à autre chose, quelque chose qui est plus basé sur du SQL. Et à un moment donné, j'ai fait le choix de partir avec Flux parce qu'il y avait un choix de configuration. J'enchaînais des choix à prendre, quoi. Et là, j'en ai fait un qui n'est pas forcément très bon sur le long terme, mais qui avait l'avantage de me permettre, il y avait une documentation, une communauté qui s'est développée autour de Flux à un moment donné, qui permettait d'avoir pas mal de réponses sur comment on fait des requêtes, comment on met en place des trucs. Du coup, c'est une limite dans le temps, c'est que ce langage n'est plus maintenu et il va falloir peut-être qu'on se pose la question de qu'est-ce qu'on fait dans quelques temps quand il disparaîtra complètement. Donc voilà, donc ça c'est notre nouvelle pile, et ce qui nous permet d'avoir un petit tableau de bord de ce type, enfin voilà, un exemple de ce qu'on peut afficher dans notre supervision. Que ce soit l'utilisation CPU, deuxième graphe c'est l'utilisation CPU par conteneur, donc là c'est savoir quels sont les différents services qu'ils consomment, comment, à quel moment. On a pareil l'utilisation mémoire par conteneur et l'utilisation réseau par conteneur pour avoir un peu de granularité, de détail sur ce qu'il se passe. Du coup, ça tourne depuis pas très longtemps maintenant, mais ça tourne. On a coupé NetData, donc on est plutôt content. Par rapport à cette histoire, il y a quand même une bonne surprise sur le fait que il a fallu une bonne année pour que cette info arrive un peu aux oreilles de la communauté au plus large. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait se dire, comme je disais à un moment donné, c'est que c'est de la supervision, c'est juste la partie web et tout, mais en fait, il y a un côté où c'est pas forcément satisfaisant, c'est pas forcément les valeurs qu'on veut promouvoir. On pourrait se dire, ça peut rentrer dans la pureté militante, oui, pourquoi pas, mais il y avait ce côté où, quand même, et puis après, il y avait quand même une approche où il y avait un souhait de se dire, on aimerait bien aussi partir sur... Il y avait, je pense, une idée qui traînait dans nos différentes têtes, c'était Grafana, c'est quand même un truc qui est pas mal utilisé à droite à gauche. Si on pouvait finir avec un Grafana un jour, ça pourrait être sympa. Donc là, on y est. J'ai pas évoqué le système d'alerte qu'on avait avant intégré donc dans NetData. Pareil, dans la configuration, on disait je veux que tu m'alertes s'il se passe ci ou ça. Même par défaut, il a plein d'alertes, de mécanismes d'alerte. Je veux juste que du coup, tu envoies tes alertes à tel endroit, par mail, sur Matrix, sur machin. Du coup, ça, on l'a perdu. Donc, il a fallu remettre en place tout un système. Donc, Grafana propose un système d'alerte. Donc, on a, à partir de nos différents tableaux de bord, de nos différentes vues, recréé quelques règles pour avoir quand est-ce qu'un service dépasse tant de consommation, des choses comme ça. Et puis pour la blague, du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas, dans cette notion de supervision, superviser les licences des outils qu'on utilise? En vrai, sur ce coup-là, c'est un peu
C'est un peu particulier, c'est que l'évolution de la licence donc, était perdue un peu au milieu d'un bullet blog. C'était pas écrit en gros sur la nouvelle release, quoi. Et la licence était perdue à l'intérieur de l'architecture, enfin, de l'arborescence du projet. Et donc en fait, sur des outils comme GitHub ou je crois aussi d'ailleurs GitLab, il n'y a qu'une seule licence qui va sortir, c'est celle qui a la racine. Donc si à l'intérieur il y a un composant qui a une autre licence, en fait, on n'a pas forcément l'info facilement. Donc bon, pour la supervision, c'est jusqu'à quel point et comment, vu qu'au final, bon, c'est un peu pour la petite blague, quoi. Et enfin, j'ai évoqué un peu deux approches qu'on a regardées nous. Il y a sûrement d'autres approches, vous en connaissez sûrement d'autres, on pourra en discuter. Il y en a une que j'ai découvert d'ailleurs depuis, c'est CheckMK, qui je pense est assez identique à ce que proposait NetData et autres. Enfin, surtout NetData, très clé en main. Et donc, voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez discuter, je suis disponible pour les questions, ou proposer d'autres types d'approches. Voilà, on pourra tout à fait en discuter. Merci. Ou des remarques, des questions? Non, sinon c'est très clair. Tiens, je peux vous poser une question dans l'autre sens. Ça vous arrive de superviser, vous, qu'est-ce que vous utilisez, des trucs classiques Node Exploiter, Prometheus, autre chose, ou alors par curiosité? Oui. Node Exporter, ok. Utilisation. Ouais, les classiques, quoi. Ouais. Après, c'est vrai que ça peut dépendre aussi de notre. Enfin, nous, c'est vrai qu'on a des machines un peu éparpillées, on a des machines derrière des box, donc il y avait la question de comment on expose tout ça, quoi. C'était plus simple le côté poussé au même endroit. Voilà. Et, avec CheckMK, il y a moyen aussi de simplifier l'accès, même si CheckMK il est en mode pool. Ah, ok. Les infos, mais donc bon à savoir. Ce qui est intéressant avec CheckMK, c'est qu'il a son agent qui est possible d'installer, qui écoute sur un port quelconque, sur lequel on peut inviter à l'AS. Et l'autre chose qui est bien intéressante, c'est qu'on peut faire de la supervision RSSH. Ah, ok. Et en gros, l'agent de supervision, c'est un script bash. Il faut juste dans sa conf SSH faire en sorte que quand CheckMK se connecte, il puisse exécuter que ça. Et ce qui fait que la problématique d'accès aux machines, c'est la même que pour les humains. Ouais. Enfin, les humains, généralement, ils ont oui, il y a un accès. config SSH, et en fait, CheckMK a besoin du même. Je vais répéter rapidement pour l'enregistrement. Du coup, il y a une remarque sur le fait que CheckMK fonctionne aussi en pool. Cependant, dans sa configuration, il est possible de configurer en SSH et en général, les machines sont accessibles en SSH. Donc, en configurant bien les accès pour CheckMK, on peut récupérer les infos depuis l'extérieur via une connexion SSH par exemple. Et il fait aussi du TLS, il propose la configuration TLS aussi par défaut si on souhaite. Voilà, merci pour la remarque. Du coup, peut-être que le jour où on se dira, bon, Flux, il faut qu'on le mette à la poubelle, il faut qu'on reprenne, et en fait, trop compliqué, quoi qu'est-ce, peut-être qu'il y a un truc clé en main, plus facile, parce que bon, il y a plein de trucs, on est une petite équipe, et puis, il y a plein de choses à faire, quoi. Voilà. Et bah, très bien. Oui. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de plugins dans Telegraph. Ouais. Mais vous avez réussi à trouver tout ce dont vous aviez besoin Alors du coup, pour la question, c'est que Telegraph est très... Il y a beaucoup de plugins proposés dans Telegraph, et donc est-ce que nous, on a réussi à trouver, faire notre marché, quoi, un peu en effet, oui, alors pour l'instant, on a réussi... Alors, je pense que par rapport à une solution clé en main NetData qui propose, ou plein d'autres qui proposent plein de trucs déjà par défaut, ça nécessite d'aller chercher un peu plus quoi qu'est-ce. Mais pour nos besoins de supervision de la machine haute, supervision du conteneur Docker, il y a les plugins qu'il faut, et en les configurant pas trop bien, on peut avoir des infos. Après, il y a des questions en effet potentiellement jusqu'où on va, quel type de métrique, parce que pour des problèmes de ressources, mais ça se configure pas trop mal. Et à quoi je pensais, là typiquement on a voulu récupérer des informations de consommation électrique, et pareil, il y a un plugin qui permet de se connecter à le service qui suit la consommation, et voilà quoi, donc c'est plutôt pratique. Vous n'avez pas des besoins spécifiques sur un service? Oui, c'est vrai, bonne question. C'est-à-dire que, par exemple, exposer des métriques sur un service particulier, donc du style dans le... Alors, je vous pose la question, est-ce qu'on a des besoins particuliers pour un service? Donc, j'entends la question un petit peu comme exposer un slash metrics comme dans un exporter, et on expose nos données particulières, c'est ça, ou pas forcément? Savoir combien vous avez d'un Nextcloud, combien de Oui. projets? Je comprends. Je pense que ça, c'est pas forcément... Alors, à l'heure actuelle, on ne le suit pas forcément. Je pense qu'on ne s'est pas encore vraiment posé la question d'aller dans ce point de détail-là. Et c'est peut-être une question qu'il faudra se poser, en effet, en fonction des plugins, comment ça peut se gérer. Après,
à ce niveau-là, peut-être que, alors soit la communauté y a déjà pensé, soit après, c'est des plugins, c'est assez standard, enfin il y a un standard un peu. Si on sait où est la conf dans nextcloud, avec un petit, peut-être, c'est du Telegraph, c'est en Go, donc peut-être qu'avec un petit peu de bout de code de Go, après il faut y mettre la main, il faut aller faire un peu de dev, quoi. Mais peut-être qu'il y a possibilité d'aller chercher ça, en effet. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est super. Non, on supervise au global pour l'instant. On n'est pas encore. Je pense que notre échelle, c'est pas encore une question qui est trop critique à notre échelle. Voilà. Ok. Eh ben, très bien. Je crois que c'est fini, on me fait signe. Donc merci beaucoup.